Bonjour à tous, et au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux Rencontres des Gobelins avec un sujet qui évidemment va nous attirer vers le haut, vers la dorure, vers l'or, puisque le sujet aujourd'hui c'est métal, or et bronze, un sujet qui peut-être pour certains ne le savent pas, mais est assez important pour nous, le Mouvement national, puisque nous avons une collection de lustriers, de lustreries, bronziers et autres, et des ateliers de restauration que vous pouvez visiter d'ailleurs pendant les journées du patrimoine. Et nous avons évidemment une collection très importante de tout ce qui est luminaire, horloge et autres. Et c'est pour cela que cette année, nous avons choisi avec Hélène Cavalier, Muriel Barbier et d'autres de la maison de faire des séances dédiées au métier de la restauration. Donc nous avions commencé en début d'année sur l'art de la dorure, autour du bois, et la laque ensuite, et enfin donc le métal, or et bronze, les recherches en cours. Alors ce soir, deux chercheurs, deux personnalités très importantes pour ce sujet spécifique du métal et du bronze. Et on commence par la première intervenante, Michèle Bimbenet-Privat, qui est une longue carrière dans les musées, en tant qu'archiviste, en tant que conservateur aux Archives nationales, puis conservatrice au Musée national de la Renaissance, et surtout, alors on va dire une autrice, pour parler d'aujourd'hui, sur les orfèvres notamment parisiens. Et donc, elle va nous parler de ce métier et surtout de cette profession d'orfèvre parisien sous l'Ancien Régime, dont elle va nous évoquer toutes les arcanes. Je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous, bien entendu, et merci d'être venus. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir un travail qui m'a bien occupée pendant à peu près 10 ans de ma vie, mais qui sans doute aurait été moins excitant, moins complet, moins beau, si je n'avais pas été accompagnée dans cette publication par une petite équipe constituée de Florian Doux, qui maintenant est expert en orfèvrerie sur le marché, de Catherine Goujon, qui est chargée d'études documentaires au département des objets d'art, et de Philippe Palazzi, qui est héraldiste et qui nous a aidés pour l'identification des armoiries. Ce travail, donc, c'est le catalogue de l'orfèvrerie 16e, 18e, du musée du Louvre, et qui a été publié à la fin de l'année dernière. Si je dis cela, c'est bien sûr parce que je suis seule à parler aujourd'hui, mais que je veux que vous sachiez que le caractère collectif de ce travail était important. Quand on catalogue à peu près 900 objets, il est bon d'être plusieurs, parce que ça permet de s'entraider, de ne pas se fatiguer, de rester dynamisé, et de tenir, en gros, de ne pas se décourager, de tenir sur la durée. Alors ces 10 ans sont aussi l'aboutissement, pour moi, d'un travail de recherche qui a commencé avec ma thèse d'école des chartes il y a bien longtemps, et surtout dans les années 1980, lorsque j'étais conservateur aux Archives nationales. Et pour la chercheuse que j'étais à l'époque, eh bien c'était... la collection du Louvre était un peu comme une mine d'or, vous savez, cette mine d'or dans laquelle on aimerait aller et qui est vraiment extraordinaire et qu'on aimerait toucher du doigt et voir. Et j'ai eu la grande chance dans ces premières recherches d'être très très généreusement reçue par Daniel Alcouf, qui dirigeait le département des objets d'art à l'époque, et qui de temps en temps, les mardis, quand le musée était fermé, me faisait venir, ouvrait les vitrines, et puis on regardait des objets tous les deux. Et c'était très important parce que j'étais conservateur d'archives, donc je faisais des recherches dans le papier, dans les fonds d'archives, mais il fallait aussi que je voie ces objets pour lesquels donc les gens sur lesquels je travaillais avaient travaillé, sur lesquels ils avaient œuvré, et c'était pour moi absolument quelque chose d'essentiel. Mais c'est dire aussi combien cette collection du Louvre, eh bien, elle m'apparaît depuis toujours comme une sorte de focus, et comme elle doit justement constituer un point de mire pour tous ceux qui, comme moi, travaillent sur l'orfèvrerie. Alors pourquoi avoir fait un nouveau catalogue pour l'orfèvrerie moderne ? Eh bien tout simplement parce que le catalogue d'Yves Bottineau datait de 1958,
Il a été publié 3 ans après l'entrée au Louvre de la collection Puyforca, c'est-à-dire très vite. Il y avait 370 objets dans la collection Puyforca. Et il a surtout été rendu obsolète, je dirais, par toutes les nouvelles publications qui se sont succédées sur l'orfèvrerie française et sur l'orfèvrerie étrangère depuis une 40aine d'années. En particulier, en ce qui concerne la France provinciale, par les différents volumes qui ont été publiés au départ à l'initiative de Pierre Verlet, qui était le grand directeur du département des objets d'art, et publications qui ont été poursuivies après le départ en retraite de Pierre Verlet par l'inventaire général. Ce qui fait qu'on a eu régulièrement des expositions et des publications et que toutes ces recherches ont permis de mettre à jour les connaissances. C'est vrai aussi, pas seulement pour la province, mais aussi pour Paris, parce que en parallèle, eh bien, moi, je faisais mes recherches sur l'orfèvrerie parisienne, donc je publiais des dictionnaires de poinçons et d'orfèvres pour le XVIe, pour le XVIIe siècle, et des livres sur les poinçons de datation, ce qui fait que tout cela a constitué une mine d'informations qu'il fallait mettre à jour. Et il est d'ailleurs symptomatique que cette année, le musée J. Paul Getty à Los Angeles et la Fondation Gulbenkian à Lisbonne publient également leur propre catalogue d'orfèvrerie française. Donc vous voyez tout le lien qu'il peut y avoir entre les recherches d'un côté et puis la mise à jour par les musées de la connaissance sur leur collection. Depuis 1958, donc depuis le catalogue d'Yves Bottineau, la collection du Louvre s'est enrichie d'environ 100 nouveaux objets, des acquisitions d'ailleurs magistrales, par achat ou par don. Et je pense qu'il était aussi important de pouvoir présenter la collection telle qu'elle est aujourd'hui et de faciliter l'accès des chercheurs à ces objets. Et puis, le catalogue de Bottineau n'avait pas pris en compte les œuvres du XVIe siècle. Elles n'avaient jamais été cataloguées en tant que collection d'orfèvrerie. Et ce qui est pour moi une grande lacune, d'abord parce que j'ai commencé à travailler sur cette période-là, donc j'étais un petit peu frustrée et j'étais très contente de les ajouter à mon catalogue. Et puis, surtout parce qu'on en connaît seulement une partie de cette collection Renaissance. Bien sûr, tout le monde connaît le fleuron de la collection qui est le trésor de l'ordre du Saint-Esprit. Vous voyez ici le ciboire par Pierre Mangot. Pierre Mangot, un orfèvre que j'ai en quelque sorte fait naître par mes recherches sur l'orfèvrerie. Et puis, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi une très belle collection d'orfèvrerie allemande qui est beaucoup moins connue. Et j'en veux pour preuve la présence au sein de cette collection d'un chef-d'œuvre intégral qui est ce grand bassin de figures qu'on dit rustiques, c'est-à-dire avec tout un tas de petits serpents et de petits batraciens qui se baladent dans le fond, qui est vraiment caractéristique des œuvres du grand Wenzel Jamnitzer, qui était le grand maître de Nuremberg entre les années 1550 et les années 1580. Donc vous voyez, c'était important de mettre tout cela ensemble. C'est important aussi de savoir que ce bassin est l'un des rares objets qui nous vient directement de la collection de Louis XIV. Rédiger un catalogue raisonné, eh bien, ça peut apparaître comme un travail assez fastidieux. Il faut prendre en main, mesurer, peser chaque objet, et je vous l'ai déjà dit, on en avait à peu près 900, et puis démonter ce qui peut se démonter, lire et identifier les poinçons. Et voilà justement derrière moi le tableau d'une partie des poinçons de la partie 16e du catalogue. En tout, j'ai dû photographier à peu près 1500 poinçons et les publier dans le catalogue. Et il faut aussi décrire tout ce qu'on voit. Donc la description, quand on rédige un catalogue, c'est important parce que ça nous oblige à voir
Vous savez, on ne sait plus voir en fait. Et, enfin, les gens ne savent plus voir. Et donc, d'écrire une œuvre précisément, ça nous oblige à le prendre de bas en haut ou de haut en bas comme on veut, et de passer toutes les formes, d'expliquer tous les ornements, d'expliquer comment c'est monté. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, très important. Ensuite, il faut faire les rapprochements stylistiques qui s'imposent. Et puis, c'est un catalogue raisonné, donc il faut classer tout ça par date, par lieu, par auteur. Et petit à petit, bien, ces choses-là prennent forme. Il faut également mettre à part tous les objets un peu douteux ou tout ce qu'on considère comme des faux. Hein. Ça a été une des innovations que j'ai, je pense, fait cette année avec le catalogue d'orfèvrerie, c'est d'avoir un chapitre faux. Ça ne se faisait pas tellement en France. Ça se faisait surtout à l'étranger, chez les anglo-saxons. Et je vous assure que ce n'est pas un truc rigolo à faire. Bref, tout cela, c'est très long parce que les objets sont aussi bien en réserve, donc facilement accessibles, qu'en vitrine. Et quand ils sont en vitrine, on a un accès juste le mardi, un jour par semaine. Mais c'est vraiment fabuleux de pouvoir manipuler et de découvrir ce que j'appelle les dessous des objets. Alors, je vous montre cet exemple parce que je l'aime beaucoup. C'est très belle boîte à épices de Thomas Germain qui fait partie de ce qu'on appelle le service Penthièvre-Orléans. Thomas Germain a exécuté ces poivrières, salières en 1735 et vous voyez qu'en fait il y a 3 animaux sur une terrasse, une tortue au centre et puis de part et d'autre un crabe et une coquille Saint-Jacques, lesquelles ont été probablement moulées au naturel, hein, donc une technique que l'on faisait déjà à la Renaissance, justement, que Wenzel Jamnitzer avait mis à la mode à la Renaissance, et que Thomas Germain a retrouvé au XVIIIe siècle. Alors, c'est des objets qui sont merveilleusement ciselés, et avec une précision incroyable, sauf que quand on enlève la jolie terrasse que l'on voit avec ses cannelures en dessous, eh bien, on se trouve face à ce que je vous montre au bas de l'image, c'est-à-dire un objet qui est vraiment quasiment brut de fonte. Et c'est là qu'on voit que Thomas Germain, on le voit presque travailler, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, il a fait fondre des modèles, et puis finalement, il ne s'est pas embêté à soigner ce qui n'était pas visible. Il a juste masqué ce qu'il ne fallait pas voir, et on voit que son art est un art extrêmement illusionniste en fait, hein, une apparence de soin, enfin pas vraiment une apparence, mais en tout cas le soin et la ciselure extrême, ça vaut pas le coup de le faire pour ce qui ne se voit pas. Donc ça c'est toujours très amusant à découvrir. Ce catalogue, je dois dire qu'il nous a donné quelques journées d'excitation absolument inoubliables. Par exemple, quand nous avons découvert le poinçon du grand orfèvre Juste Aurel Meissonnier sur l'anse de cette aiguière de cristal de roche montée en or, qui provient de la collection de Marie-Antoinette. Alors cette provenance était bien connue, c'était un objet singulièrement célèbre au sein du département des objets d'art, mais qui était tout de même exposé au Louvre depuis le Second Empire, et qu'en fait, où personne n'avait vu qu'il y avait un poinçon. Donc, vous voyez comme le fait de scruter les œuvres, de les avoir en main, c'est si important. C'est-à-dire que d'un seul coup, eh bien, finalement, le Louvre s'est enrichi d'une œuvre de Juste Aurel Meissonnier, et je dirais de la plus belle période, la première, je crois que c'est d'ailleurs la plus ancienne œuvre qui soit conservée de cet orfèvre qui nous a laissé assez peu de choses, mais des choses merveilleuses comme les terrines Kingston ou le flambeau de Duvivier qui est au musée des arts décoratifs. Donc des objets fondamentaux dans l'art rocaille où on voit tout son art, cette façon de travailler le métal en fluidité et en torsion. Donc c'était vraiment une belle découverte, et des découvertes comme ça, même si elles n'ont pas toutes été de ce niveau d'intérêt pour les chercheurs, je dois dire qu'on en a eu beaucoup. Alors plus modestement, on a fait quelquefois d'autres découvertes dans les réserves du département. Cette boîte à thé allemande
que je vous montre, eh bien, elle était toute noire au fond d'un tiroir et elle passait pour être en cuivre avant qu'on la fasse restaurer, c'est-à-dire nettoyer. Et puis maintenant, on l'a exposée parce que finalement, vous voyez la différence. On a pu découvrir et montrer qu'elle était faite de plaques d'argent avec des merveilleux émaux translucides sur argent, un très très beau travail d'émaillage. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous soyez conscient qu'un catalogue raisonné, un catalogue de musée, eh bien, c'est pas seulement un travail intellectuel, c'est pas seulement un travail de recherche, c'est aussi un gros travail de nettoyage, de restauration, de photographie. Et donc tout cela va ensemble et prend beaucoup de temps. Alors moi, je pourrais également prendre beaucoup de temps à vous énumérer toutes nos découvertes. D'ailleurs, je suis persuadée que d'autres, après moi, en feront d'aussi belles sur la même collection. Il faut rester réaliste. Mais je voudrais m'arrêter maintenant sur quelque chose que je trouve important et qui m'est apparu à l'extrême fin de ce travail de catalogue. Je veux dire cette étonnante histoire de la constitution de la collection du Louvre, qui a été vraiment une découverte pour moi. On dit que le Louvre, le musée du Louvre, est né de la collection royale et grâce à la Révolution. Alors ça, c'est complètement faux en ce qui concerne l'orfèvrerie. Les révolutionnaires, vous le savez, ont fait détruire toute l'orfèvrerie et la vaisselle des souverains, des princes de la famille royale, de la cour, des aristocrates émigrés et de l'Église catholique. Il fallait fondre l'argent pour pouvoir récupérer l'argent, faire de la monnaie, financer les guerres. Et puis, ces belles vaisselles aristocratiques ou royales, elles étaient souvent armoriées, et les décrets de l'Assemblée nationale parlent à l'époque de, j'ouvre les guillemets, ces marques de tyrannie qu'il faut effacer absolument. Donc vous voyez que tout cela était forcément au moment de la Révolution voué à destruction. Donc les premières collections du Louvre ont été avant tout des œuvres qui ont été confisquées dans les hôtels particuliers des émigrés. Et ce premier musée du Louvre, qui se voulait un musée universel, s'intéressait essentiellement à l'Antiquité. C'était vraiment son premier intérêt. Et puis en second lieu, parce que c'est une résurgence de l'Antiquité, à la période de la Renaissance. Les œuvres Renaissance en orfèvrerie ont donc parfois été épargnées. Par exemple, les seules pièces d'orfèvrerie qui sont décrites dans le premier catalogue du musée en 1794, eh bien, sont ce bassin et cette aiguière qui représentent la conquête de Tunis par les armées de Charles Quint. En 1794, ces deux objets, on les pensait florentins. En fait, ce sont des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie flamande maniériste. Ils ont été exécutés à Anvers en 1559, probablement pour une visite de Charles Quint qui est mort cette année-là. Et en 1793, il se trouvait chez le prince de Chimay à Paris. Le prince de Chimay, c'était un descendant du noble flamand qui avait possédé ces objets au XVIIe siècle. Le prince de Chimay était le mari d'une dame d'honneur de Marie-Antoinette. Autant vous dire qu'ils se sont empressés d'émigrer et qu'à cette occasion, les objets ont été saisis. Donc vous voyez, premiers objets au Louvre, ce sont des objets flamands et de la Renaissance. Ils n'ont rien de français et qui sont des saisies révolutionnaires. Alors on peut se demander bien sûr pourquoi certaines œuvres ont échappé aux destructions. Et vous savez, il y a des hasards extraordinaires. Par exemple, ce coffre d'or que vous connaissez sans doute tous, qu'on a longtemps appelé le coffre d'Anne d'Autriche parce qu'il était censé être un cadeau de Mazarin à Anne d'Autriche. J'ai travaillé sur lui il y a quelques années et j'ai pu découvrir qu'il n'avait pas du tout été créé à cette époque-là, mais qu'il était une commande
de Louis XIV pour enfermer ce qu'on appelait ces parures de pierreries, c'est-à-dire tous les boutons de diamants, etc., qui étaient posés sur son costume. Et donc il date de 1676. Il n'y a pas plus royal que cet objet. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été détruit à la Révolution ? Tout simplement parce que comme c'était un coffret, il était au garde-meubles de la couronne, mais il était inventorié parmi les meubles, parmi le mobilier, et pas parmi les objets d'or et d'argent. Donc tout simplement, on l'a oublié. Alors il a passé bien tranquillement la période de la Révolution au garde-meubles, et puis ensuite, à partir du consulat, il a été transporté aux Tuileries pour décorer les appartements de Bonaparte, puis les appartements de l'empereur, et ensuite, après la Restauration, les appartements des souverains de la Restauration. Et finalement, il n'est entré au Louvre que, je crois, en 1852. Alors les entrées justement du 19e siècle sont le fruit d'acquisitions qui sont quelquefois un petit peu erratiques. Erratiques, pourquoi ? Parce que les attributions étaient des attributions plutôt fantasmées, plutôt rêvées, et pas vraiment exactes, n'avaient pas donné lieu à des recherches poussées. Et on voit ça très bien en lisant la belle synthèse qu'a écrit Henri Havard en 1896 et qui s'intitule « L'orfèvrerie ». Dans ce livre, une illustration que vous voyez ici montre les chefs-d'œuvre de la collection tels qu'ils étaient exposés dans la galerie d'Apollon à la fin du XIXe siècle. Alors, on reconnaît bien, je ne sais pas si on voit le... Ah zut, pardon, je fais des bêtises. Bon, vous allez à gauche, on reconnaît bien les guerres que je vous ai montrées tout à l'heure, les guerres anversoises. À droite, une très jolie coupe sur pied allemande d'Augsbourg, qui est exposée actuellement, que vous pouvez voir au Louvre, et qui était recouverte d'un très très beau travail de niel. Vous savez, le niel, ce sont ces sulfures métalliques qui font des décors extrêmement fins et qu'on aime beaucoup à la Renaissance. Au milieu, il y a une tazza sur pied, c'est-à-dire une coupe plate sur pied, qu'on a appelée tout au long du XIXe siècle la coupe de Benvenuto Cellini, et qui en fait, maintenant, est reconnue comme une œuvre du grand Paulus van Vianen, qui était un orfèvre des Pays-Bas, qui avait travaillé en Italie, ensuite en Allemagne, et qui a terminé sa carrière au service de Rodolphe II, l'empereur, au début du XVIIe siècle. Donc vous voyez qu'on s'égarait beaucoup dans des attributions un petit peu oiseuses. Et puis au fond, bizarrement, on ne voit pas le beau bassin flamand dont je vous montrais une photo tout à l'heure. On voit un grand bassin d'argent doré que voici, qui est exposé, on ne sait pas trop pourquoi là, en tout cas on ne comprend pas sa provenance, et pour cause. Eh bien, ce bassin, figurez-vous que j'ai pu retrouver qu'il avait été saisi par les Français en 1830 au moment du pillage du trésor du Dey d'Alger, au moment de la conquête de l'Algérie. Il a été rapatrié en bateau en France avec beaucoup d'autres trésors qui provenaient du Dey d'Alger, et par sécurité, ce bassin et les autres objets ont été placés au ministère des Finances pendant plus de 20 ans, et le bassin est ressorti dans les années 1850 au musée du Louvre, et bien sûr sans provenance. C'est un objet qui n'est pas du tout, bien sûr, algérien de fabrication, donc j'ose espérer qu'on ne nous le revendiquera pas, mais c'est un objet fabriqué à Paris en 1586 pour un homme qui était introducteur des ambassadeurs, et je ne sais toujours pas comment il a pu se retrouver en Algérie, dans le trésor du Dey d'Alger, peut-être par une... Comment dire, vous savez, il y avait beaucoup de pirates en Méditerranée dans ces époques-là. Peut-être qu'il a été pris sur un bateau en Méditerranée. Toujours est-il que maintenant, il est au Louvre. Alors, ce qui est important dans tout ce que je vous montre, c'est qu'il y a des grands absents dans cette collection de la fin du XIXe siècle. Et les grands absents, ce sont les objets d'orfèvrerie, et notamment la vaisselle, du XVIIIe siècle français. Il n'y a aucun objet d'orfèvrerie XVIIIe
à ce moment-là au Louvre. Et pourtant, le goût pour ces objets est né dans le dernier tiers du 19e siècle, chez les collectionneurs, dans le monde des antiquaires aussi, et en particulier grâce à un personnage qui est très important, qui est le baron Jérôme Pichon. Jérôme Pichon qui a, lui, été le premier à travailler sur les poinçons de ce qu'on appelait le Vieux Paris à l'époque et qui a constitué même une collection personnelle. Vous voyez d'ailleurs à côté de cette image, de cette gravure, vous voyez 2 flambeaux qui lui ont appartenu, 2 flambeaux de Thomas Germain et qui sont maintenant dans la collection du Louvre. En fait, il faut attendre, et c'est quand même étonnant, il faut attendre l'année 1907 pour voir naître cette collection 18e qui fait aujourd'hui honneur au Louvre. Cette année-là, la Société des Amis du Louvre nous a offert, à tous, une écuelle de Thomas Germain, qui était un don du roi de Portugal au cardinal da Mota e Silva, qui était son secrétaire d'État. C'est une écuelle donc, qui date de 1733. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette très très belle acquisition n'a pas du tout fait l'unanimité en 1907 et j'ai retrouvé dans les archives que beaucoup de membres de la Société des Amis avaient écrit au président pour se plaindre et pour demander vraiment si, alors là j'ouvre les guillemets, si cette vaisselle avait sa place au musée. Donc vous voyez comment on considérait ces objets-là à cette époque. Et pourtant, il s'agit d'un objet extrêmement important et surtout d'un exemple magnifique des innovations que pouvait faire Thomas Germain, qui était, vous le savez sans doute, architecte de formation. Thomas Germain, il venait de faire quelques années auparavant, de fabriquer, d'exécuter l'écuelle en or de Louis XV. Vous savez qu'il était chargé, en tant qu'orfèvre du roi, de la vaisselle en or du souverain, une vaisselle commencée sous Louis XIV, qui s'est étirée ensuite pendant un certain nombre d'années sous Louis XV. Et donc il avait fait cette écuelle, et bien sûr elle a été fondue, cette écuelle à la Révolution, mais on en a des images grâce à des études du peintre Desportes qui sont maintenant conservées au musée de Sèvres. Et Desportes nous a laissé l'image du présentoir de l'écuelle. C'est un présentoir tout à fait extraordinaire pour l'époque parce que vous voyez, il est tiré en longueur. À une époque, on faisait des écuelles rondes avec des présentoirs ronds. Et très intelligemment, Thomas Germain avait préféré donc allonger le présentoir pour y loger, ce qui était très important, les armoiries royales et puis les 3 couronnes. Les 3 couronnes que vous voyez en bas, vous savez, 3 couronnes en triangle, qui étaient la marque de l'orfèvrerie et des objets royaux. Souvent, les 3 couronnes, on les trouvait gravées au revers des objets du garde-meuble également. Alors, l'écuelle da Mota, qui est un petit peu plus tardive, montre encore une évolution dans la recherche de Thomas Germain, puisque cette fois-ci, ce n'est pas le présentoir qui porte les armoiries, mais ce sont les oreilles de l'écuelle. Donc vous voyez, c'est cette évolution sans cesse, ce qui veut dire que cette acquisition qui était si critiquée en 1907, mais pour nous, c'est une acquisition qui documente ce qu'a été l'orfèvrerie royale disparue. Donc vous voyez son intérêt. Le XXe siècle a vu entrer au Louvre, je crois, les plus belles vaisselles d'orfèvrerie française du XVIIIe siècle, et c'est à des collectionneurs très intelligemment sollicités par les plus grands conservateurs du département des objets d'art que nous devons le niveau d'excellence de la collection. Si nous n'avions pas eu, par exemple, la donation de David Weil en 1946, après la guerre, eh bien, jamais la collection d'orfèvrerie ne serait celle qu'elle a été aujourd'hui. Je veux dire que les objets David Weil ont imposé, en quelque sorte, un niveau de qualité. Et en quelques décennies, s'est construit chez mes prédécesseurs une sorte de principe qui allait les guider dans les acquisitions. L'idée qu'on ne pouvait plus trouver d'orfèvrerie royale, c'était entendu, on le savait, mais qu'on allait s'efforcer de rassembler une collection à partir de l'orfèvrerie des princes de la famille royale ou bien des pièces maîtresses, des grands services commandés à Paris
auprès des orfèvres royaux par les souverains étrangers. Alors, quelques exemples récents, les derniers que je peux vous présenter. Eh bien, par exemple, la toilette qui a été exécutée par Nicolas Beignet en 1719, Nicolas Beignet, orfèvre du roi, pour la duchesse de Modène, pour le mariage de la duchesse de Modène. Et la duchesse de Modène était la fille du duc d'Orléans et la petite-fille par sa mère de Louis XIV. Et c'est donc un service de toilette littéralement princier, aussi beau qu'aurait été un service royal, que nous avons pu en partie acheter. J'espère toujours pouvoir retrouver, ou plus exactement, j'espère toujours que mes successeurs retrouveront le grand miroir qui l'accompagnait, qu'on n'a toujours pas récupéré, qui se trouve quelque part en Belgique. On l'aura un jour. Vous savez, quand on est conservateur de musée, on a l'éternité devant soi. Et puis un autre exemple qui nous a tenu à cœur parce qu'il était suffisamment important ce service pour qu'on puisse le présenter sur une table dressée quand on a organisé les nouvelles salles du département des objets d'art en 2014. C'est le beau service exécuté par Robert-Joseph Auguste en 1776 pendant plusieurs années. Ça lui a pris presque 10 ans pour Georges III d'Angleterre et de Hanovre pour sa résidence de Hanovre, et un service qui actuellement compte presque 50 pièces. Il n'est d'ailleurs pas complet sur la photo que je vous montre ici. Voilà, alors moi je suis partie en retraite en janvier de cette année, et mon dernier travail aura été l'acquisition, vous avez peut-être entendu parler de la tabatière Choiseul, avec une opération de mécénat qu'on appelle tous mécènes au musée du Louvre. C'est dire si les collections du Louvre restent à la hauteur de leur réputation. Et vraiment, je m'en réjouis pour mes successeurs, à qui je souhaite, dans quelque temps, de s'atteler à un nouveau catalogue de l'orfèvrerie. Je vous remercie. Merci pour votre intervention qui est à votre image, c'est-à-dire chatoyante, flamboyante et chaleureuse. Merci en tout cas de ce panorama de ces objets vraiment extraordinaires. Et je laisse tout de suite la parole à la salle s'il y a des questions. Évidemment, il n'y en a pas, et donc je vais poser la première question. Ils sont timides, hein, mais... Non, il n'y a toujours pas de questions ? Non. Alors moi c'est une question par rapport à votre parcours, puisque vous avez commencé comme archiviste et conservateur. Donc une question toute simple, qu'est-ce qu'une archive papier peut documenter sur un document, sur un objet de type que vous avez présenté ? 1000 choses. 1000 choses. Avant d'être conservateur de musée, je me disais, ce qu'il faut trouver, c'est qui est l'auteur, dans quelles circonstances on l'a fait et pour qui. Et je pensais que ça suffisait. Quand j'ai été ensuite dans les musées, j'ai compris qu'il fallait en plus trouver d'où ça venait et quelle avait été l'histoire. Donc ça se complète un peu, vous voyez, les deux visions. Mais c'est vrai que mes plus belles découvertes, je les ai faites dans les archives, et en particulier dans les archives de la Renaissance, qui étaient compliquées parce qu'il fallait être paléographe. Et que je me rappelle que quand je faisais ma thèse, je rentrais tous les soirs en pleurant, au premier trimestre. J'ai connu ça. Oui, c'est ça. C'est pas directement accessible, mais quand on sait chercher, je vous assure que c'est vraiment, vraiment rentable de travailler dans les archives. Et c'est là qu'on trouve, c'est là qu'on est neuf, et c'est là qu'on peut apporter du neuf à la recherche. Oui, juste à titre d'exemple, moi j'ai travaillé sur un décorateur de théâtre que personne ne connaît. Et en 5 mois, j'ai trouvé 4 documents au Minutier Central en travaillant 5 heures par jour. Mais sur ces 4 documents, j'ai pu reconstituer la carrière de Georges Bufquin. Personne ne connaît, je suis le seul. Mais c'est quand même le décorateur de Richelieu. Et je comprends votre enthousiasme. Et c'est vrai que alors moi je cherchais, j'étais incapable de lire le document, mais je cherchais des signatures, donc je consultais des pages à la recherche d'une signature. Et quand vous avez passé quasiment 1 mois et demi à chercher et que vous la trouvez, vous ne pouvez pas crier, parce que c'est pas possible, mais il y a une joie explosive intérieure. Enfin, j'ai trouvé quelque chose. Une petite manifestation, c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'on ne peut pas nécessairement se rendre compte de l'extérieur ce que c'est. D'abord, c'est
un travail de bénédictin, de patience folle, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais quand on trouve, généralement, un document notarial dit beaucoup de choses, en fait. Il faut savoir le faire dialoguer, le mettre en perspective, et une adresse, un âge, un état familial permet un titre. Moi, dans mes documents, j'avais trouvé d'abord compagnon, ensuite maître, enfin peintre du roi. Donc, en 3 mots, il y avait une carrière qui se dessinait et l'importance d'un individu qui passait de compagnon à peintre du roi. Voilà. Donc, oui, c'était un des plaisirs d'ailleurs, parce que le monde de l'orfèvrerie ancienne n'était pas si bien connu. Et le 18e était bien connu, avait été bien publié par Nock. Et quand j'ai commencé à travailler, le 16e, c'était vraiment terra incognita. Et donc, d'un seul coup, on fait revivre des gens. Par exemple, Pierre Mangot, qui a fait donc une bonne partie des objets du trésor du Saint-Esprit, mais j'ai pu reconstituer sa carrière, voir comment il travaillait, d'où il venait, pourquoi il avait fait ça. Enfin, c'est extraordinaire ce que ça nous apporte. Ouais. Et ça permet après d'attribuer un certain nombre de choses plus facilement. Ouais. Une question ? Micro. Voilà. Est-ce qu'on a référencé, catalogué les œuvres des orfèvres français qui figurent dans les collections des cours étrangères, par exemple au Danemark ou en Basse-Saxe ou encore dans d'autres pays qui ont peut-être beaucoup d'œuvres françaises? Alors effectivement, il y a beaucoup d'œuvres d'orfèvrerie française à l'étranger. Donc il y a eu des expositions. Vous avez sans doute vu il y a quelques années la belle exposition sur le mobilier d'argent à Versailles, qui était essentiellement composée d'œuvres faites pour l'étranger, à l'étranger, à l'imitation des œuvres françaises. Mais auparavant, il y avait eu cette exposition de 1994 sur les tables royales, où là, pour le coup, on avait beaucoup de pièces françaises. Hein. Si on va au Portugal, c'est le plus gros gisement d'orfèvrerie française. Même chose effectivement au Danemark ou en Suède. Hein, les services royaux étaient français. Tous les rois d'Europe, tous les princes d'Europe, hein, jusqu'à Catherine de Russie, hein, faisaient faire leur orfèvrerie à Paris. Donc c'était vraiment un monde d'excellence par rapport à toute l'Europe. Et est-ce que justement, comme l'art de la tapisserie, l'art de l'orfèvrerie se situait sur un cadeau diplomatique qui était du même rang? J'imagine que oui, parce que vu la valeur et vu le temps. Oui, alors Louis XIV offrait par exemple aux épouses des princes régnants des services de toilette. Et on en a les services de toilette conservés pour la période Louis XIV sont tous à l'étranger. Allez savoir pourquoi. Il faut flatter les épouses. Oui. D'autres questions? Oui, micro. Juste pour savoir, quelle est la taille du document que vous avez effectué? La taille du catalogue? Les 3 volumes que j'ai montrés, je crois que c'est à peu près, enfin la taille, ça veut dire 1000 pages à peu près, ouais. 1100 pages, 1200 pages, je ne sais plus. Quand on aime, on ne compte pas. Mais non, alors j'ai eu beaucoup de chance pour ce catalogue, c'est-à-dire que nous avions à l'époque, enfin nous avons toujours d'ailleurs un groupe de mécènes dédiés aux objets d'art au Louvre qui ont vraiment généreusement mécéné ce catalogue, ce qui fait que j'ai pu avoir un catalogue très illustré. Je ne me suis pas du tout contrainte et j'ai pu faire mes 3 volumes, un volume pour le 16e, le 17e, un volume pour ce qu'on appelle les pièces de forme 18e, et puis un 3e volume pour tout ce qui est couvert. Et couvert, objets de métal argenté ou doré, et faux également, hein, qui est un chapitre auquel je tenais beaucoup. Donc non, c'est un gros bébé, ça pèse 8,4 kg. C'est pour ça que je ne l'ai pas apporté, sinon je l'aurais apporté. Oui. Merci. Une autre question? Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce voyage dans l'orfèvrerie. Et petite pause, et nous reprenons tout de suite. Nous continuons cette rencontre des Gobelins dédiée au métal, or et bronze sur un sujet très approchant et dans la continuité qui va concerner plus spécifiquement les joailliers et les orfèvres
de 1850 à nos jours, avec un éminent spécialiste, Rémi Verlet, qui se caractérise par une ouverture, j'allais dire, une ouverture de professionnelle, une ouverture de carrière, puisqu'il n'est pas historien de l'art de formation, mais au contraire, venant d'autres milieux, et je trouve ça très bien, qu'il y ait un regard aussi extérieur de purs spécialistes. En tout cas, Rémi Verlet est donc diplômé de Sciences Po Paris et de la faculté de droit d'Assas. Ça nous fait un point commun, puisque j'ai fait aussi une maîtrise à Assas. Et surtout, il est issu d'un milieu professionnel et surtout familial qui le prédisposait aux arts décoratifs. Et il a surtout sorti un ouvrage qu'il a fait travailler pendant 17 ans pour connaître ces métiers, pour connaître cette production de joaillier, de bijoutier de 1850 à nos jours. Et je le laisse tout de suite donc présenter cette somme et cette passion, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour tenir autant de temps sur un tel sujet. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai publié l'an dernier un dictionnaire des orfèvres, bijoutiers, joailliers en France de 1850 à nos jours. Et le thème que j'avais choisi comme c'est un dictionnaire, c'est assez aride, je n'allais pas vous présenter un dictionnaire, et c'est un petit peu les leçons que j'ai tirées de ce dictionnaire, c'est l'évolution des métiers d'orfèvre, de joaillier et de bijoutier pendant cette période. Et c'était le thème de ce que j'avais proposé pour cette intervention. Parce que de prime abord, on croirait qu'il s'agit uniquement de travail d'or, quoi. C'est orfèvre, c'est le travail de l'or. Et en fait, c'est complètement des métiers opposés. D'abord, par essence, ce sont deux métiers qui ne se ressemblent pas du tout. Le métier d'orfèvre, c'est un métier qui est un métier de sculpteur. L'orfèvre, il a face à lui une plaque dont il va faire un plat, dont il va faire une théière, une pièce de forme. Et son outil fétiche, c'est le marteau. Sans marteau, il n'y a pas d'orfèvrerie. Et c'est la raison pour laquelle c'est un métier qui n'a pas pu être mécanisé. Le travail des joailliers et des bijoutiers, c'est un travail d'architecte. Ils conçoivent une pièce, ils l'équilibrent en fonction de la pierre ou des pierres, et à telle enseigne que c'est un métier qui a pu être complètement absorbé au point de vue conception par le 3D, par les systèmes 3D qu'utilisent des architectes. Et ça a permis une grande mécanisation de ces maisons. Même les grandes maisons d'orfèvrerie, de joaillerie sont tout à fait mécanisées, sauf pour la très haute joaillerie. Il y a donc une divergence des métiers, à la fois au niveau technique et au niveau des marchés. Au niveau technique, le métier d'orfèvre n'a absolument pas changé depuis le Moyen-Âge. C'est toujours le marteau. On retrouve des métiers annexes comme les ciseleurs et les repousseurs, les graveurs et les ciseleurs, et puis les repousseurs aussi. La différence entre la ciselure et la gravure, c'est que le graveur retire du métal et que le ciseleur repousse le métal. Il ne retire aucune matière. Et les outils du ciseleur sont très simples, c'est un ou deux petits stylets du graveur, alors que le ciseleur a un grand nombre d'objets. Les seules innovations qui aient eu lieu sont assez récentes, c'est sur les soudures qui se sont beaucoup modernisées. Pour les pièces de forme, par exemple, il faut souder l'anse d'une théière ou les trois pieds quand c'est du tripode. Là, il y a eu des progrès. La révolution, tout de même, qui a eu lieu, c'est en 1850, c'est l'introduction dans ce métier d'orfèvre du métal argenté par électrolyse. Le métal argenté existait déjà
par plaquage ou par doublage, ça s'appelait le doublé ou le plaqué au XVIIIe siècle et peut-être même avant. Mais l'électricité a introduit une révolution et ce qui a permis de donner, grâce à l'électrolyse, par les procédés Elkington ou Ruols, l'apparence de l'orfèvrerie à des objets qui en fait étaient du cupro-nickel en dessous, quoi. Bon. Les marchés ont beaucoup évolué et de façon divergente. L'orfèvrerie, depuis le XVIIIe et au XIXe et au début du XXe, il y avait quelques fondements, quelques piliers. Il y avait la toilette, les articles de toilette, les garnitures de toilette. On en a vu un exemple tout à l'heure. C'était considérable, c'était un marché énorme, énorme. Il y avait même le meuble de toilette qui était en orfèvrerie, en métal précieux. Il y avait tous les poudriers, les flacons, et c'était considérable. Il y avait l'univers de la table, donc à la fois les pièces de forme et puis les couverts. Il y avait les articles de bureau. Il y avait l'orfèvrerie religieuse qui avait un poids très important. Et puis il y avait des métiers très très différents. Et par exemple, relevé de l'orfèvrerie, les boutons d'uniforme, les épées d'apparat, les instruments de chirurgie, puisque c'était fait en orfèvrerie et en argent, parce que l'acier inoxydable n'existait pas. Donc c'était le seul métal qui soit assez pur pour ne pas infecter les interventions chirurgicales. Il y avait un marché énorme qui était les lanternes de carrosse, d'attelage, et puis les harnais. Il y avait énormément de débouchés là-dedans. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, à partir de la Première Guerre mondiale, 4 des piliers se sont complètement effondrés. La toilette s'est complètement effondrée. Les métiers attelage, etc., équipage, ça s'est effondré. Il a fallu attendre Vatican II et les années 1960 pour que l'orfèvrerie religieuse s'effondre à son tour. Il reste le couvert, ce qu'on appelle le couvert. Alors le couvert a subi les changements de mode de vie. Les grandes collections, les grands marchés fin 19e par exemple, dans des maisons comme chez les Le Baudy, les Viguier, les Pilet-Will, c'était des commandes faramineuses qui permettaient de recevoir 300 personnes dans son hôtel particulier, tous assis sur des petites tables, dans leur hôtel particulier qui était fait autour d'escaliers, et tout le monde était assis. Et quand il y a eu des ventes de ces hôtels particuliers, de toute l'orfèvrerie qui les contenait, dans les années 60, c'était fascinant. On vendait la plâtrerie, c'est-à-dire les services d'assiettes en argent, massifs bien sûr, par douzaines de douzaines. Vous vous rendez compte? Douzaines de douzaines. Les couverts, c'était des mêmes chiffres absolument fantastiques. Donc là, il y a eu un effondrement, bien sûr, du marché. Et l'orfèvrerie a mis du mal à faire face à cette chute vertigineuse du marché. D'autant que les vitrines que constituaient les expositions universelles, qui étaient très régulièrement à Paris, il y en a eu 6, je crois, à Paris, celle sous Napoléon III, 67, 78, 89, 1900, étaient des événements. Ensuite, il y a eu l'exposition qui n'était pas universelle, l'exposition Art déco de 1925, qui a eu un retentissement énorme et qui a été un grand moment pour
pour un nouveau venu dans la profession qui était le fils Puyforca, Jean Puyforca, qui a fait des créations énormes. Et puis, l'exposition de 37, un petit peu. La dernière exposition universelle qui est exposée de l'orfèvrerie, c'est celle de Bruxelles en 58. Donc il y a eu l'effondrement, il n'y avait plus de vitrines, et ces vitrines étaient en plus une façon pour les orfèvres de faire des pièces exceptionnelles. Obtenir un prix était un grand prix, une médaille d'or, etc. Ça avait un retentissement dans les journaux, et c'était très recherché. Et en plus, ça permettait à l'orfèvre d'avoir un rang social, parce que un détenteur de Grand Prix, de médaille d'or, il y avait une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur, toujours. Et donc, ça donnait un vrai statut social. Autre élément qui a complètement disparu et qui servait de vitrine, c'était les paquebots. Les paquebots, il faut voir que les paquebots représentaient des commandes de 40 000 à 50 000 pièces. Alors, l'orfèvrerie était en première classe uniquement, dans les autres classes, c'était du métal argenté, mais c'était une exposition naturelle de la production française d'orfèvrerie. Et par exemple, il y avait autre chose. Jean Puyforca, que je viens de citer, avait fait pour le paquebot Normandie l'hôtel et les flambeaux de l'hôtel en vermeil. C'est-à-dire qu'on ne lésinait pas devant les commandes exceptionnelles. Et donc là, ça s'est tari également. Donc, par rapport à la joaillerie et à la bijouterie, dont le pilier est plus simple, parce que c'est l'embellissement de la personne, et puis une certaine affirmation sociale. Alors, comment l'évolution de la mode a permis à la fois de faire fonctionner les deux? Sur la période que j'ai étudiée de 1850 à 1900 à peu près, c'est très florissant dans les deux secteurs, à la fois l'orfèvrerie, avec beaucoup de copies d'anciens, c'était l'esprit fouille ou l'esprit néo-renaissance avec Fanière, les frères Fanière ou Froment-Meurice. Et puis vers la fin, vers l'exposition de 1878, c'est le japonisme qui va conduire à tout ce qui est modern style et 1900, qui a eu un grand succès. Ensuite, après 1900, on a l'impression que le modern style s'étend jusqu'à l'exposition de 1925, mais en fait, il s'est arrêté beaucoup plus tôt. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus et je suis tombé sur des documents très, très intéressants montrant que il y avait une certaine lassitude très rapide du modern style. Et en 1905, dans le magasin Pittoresque, qui est un peu l'ancêtre de l'illustration, il y a un article sur un grand orfèvre qui travaillait avec le marteau de façon magistrale, qui s'appelait Mono Herzen. Et il y a un article de 3 pages en 1905 disant « ça y est, c'est fini, on va arriver à un style beaucoup plus dépouillé et on va être enfin débarrassé du style nouille ». Et ça, il y a même des photos on croirait quelque chose sorti de l'exposition Art déco de 1925. Et ça date de 1905, donc peut-être une année avant, en 1904. L'exposition de 1925, en fait, aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt. Elle aurait dû avoir lieu, a été programmée vers 1913, mais les industriels
voulaient pratiquer un petit peu l'esprit anglais. C'est-à-dire que les Anglais, le succès de leur grande exposition au Crystal Palace en 1851, sous la reine Victoria, avait su combiner l'esprit artistique de leur création et puis suivait directement le redéploiement industriel de qualité, mais ça permettait de rentabiliser les choses. En France, ce n'était pas du tout l'esprit, et jusqu'à ce moment-là. Et donc, les industriels ont dit non, il faut attendre, on n'est pas prêt, et 1913. Ensuite, il y a eu la guerre de 14, ça a été repoussé, et l'exposition a eu lieu en 1925 et a été un très très grand succès. Alors, comment maintenant vivent les deux secteurs? Ils vivent de façon un peu différente, en ce sens que l'orfèvrerie a encore quelques très grandes maisons. Le marché s'est complètement tari, donc le goût n'est plus tellement à l'orfèvrerie chez les jeunes. D'abord, c'est très cher. Même d'occasion, il se vend toutes les semaines à Drouot 3 ou 4 ménagères qui sont envoyées pas au pilon, mais à la fonte. Alors, il échappe quelques grandes maisons, quelques grandes signatures, on les retire elles sont tout de même rachetées et pas détruites, mais sans ça, c'est le véritable carnage. Et l'élément fondamental, c'est que qui dit fermeture des maisons d'orfèvrerie, et il y en a eu beaucoup qui ont fermé, certaines se sont rassemblées, c'est la perte des métiers. On trouve toujours des graveurs, des ciseleurs, les repousseurs, c'est plus compliqué. Les cercleurs, il doit y en avoir 2 en France maintenant. Il y a les guillocheurs qui disparaissent complètement du métier. Et donc, on va se trouver confronté à des pertes de savoir avec impossibilité de transmettre, parce que même les écoles comme l'école professionnelle du Louvre, qui avait un département orfèvrerie, a dû le fermer parce qu'il n'y avait plus de possibilité de déboucher pour ses élèves. En revanche, la joaillerie et la bijouterie a réussi à tirer son épingle du jeu, d'abord par la maquinisation que j'ai un peu évoquée tout à l'heure, et par la création de lignes de belle qualité, mais qui sont tout de même pas le top de la place Vendôme. Mais les maisons de la place Vendôme ont toutes leurs lignes qui se drapent de la grande maison de joaillerie et utilisent la marque, quoi. Mais ce sont des produits qui sont on peut pas dire que c'est de la haute joaillerie, quoi. Voilà un petit peu ce tableau un peu contrasté que je voulais faire. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé parce que on peut pas lire malheureusement. C'était écrit en trop petit. Voilà, je peux répondre à vos questions s'il y en a. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Il y a en effet une perte des usages autour de l'orfèvrerie, avec certaines personnalités qu'on avait invitées ici, c'est notamment Nicolas Mariscal, oui, qui est un des rares descendants d'une famille, troisième génération, qui lui travaille essentiellement plutôt sur des objets autour de l'art de la table, des cafetières, il a eu le prix Bettencourt, mais c'est vrai que c'est un métier, on pourrait quasiment qualifier d'orphelin maintenant, puisque les usages ont modifié vers une perte, on peut le dire. Y a-t-il des questions? Oui, alors voilà, il y en a plein, super. Le premier, c'est la première, plus rapide. On vous apporte le micro. Quelles sont les dernières grandes maisons d'orfèvrerie qui produisent de l'argent aujourd'hui? Et où est-ce qu'elles s'achalandent en argent? Est-ce que c'est uniquement des fontes ou est-ce qu'il y a des... Enfin, dans quel pays est-ce qu'on va chercher la matière première? La matière première, bon, il y a un marché, il y a des comptoirs, il y avait le comptoir allemand qui a changé de nom, mais peu importe d'où ça vient, ça venait du Mexique,
de Russie, alors ça peut-être plus maintenant, mais les grandes maisons s'achalandent comme ça, je pense. Il y a un peu de recyclage, d'utilisation d'argent recyclé également. Oui. On a assisté ces derniers mois au relancement, entre guillemets, d'anciennes maisons de joaillerie, notamment Weber, Rouvenat, même Oscar Massin à l'étranger. Est-ce qu'il y a ce même type de démarche, honnêtement plutôt marketing qu'autre chose, concernant des maisons de joaillerie, à votre connaissance? Les maisons de joaillerie, maintenant, elles ont été reprises par... elles appartiennent plus qu'à 3 ou 4 groupes. Hein. Il y a le groupe Richemont qui a Cartier Van Cleef. Il y a le groupe LVMH qui a Chaumet et qui est en train de racheter Richemont. Et qui a Tiffany, mais bon, ça, c'est pas français. Et puis, il y a Pinault aussi qui a racheté Boucheron. Oui, je pensais plus à des maisons comme Rouvenat ou Weber qui, honnêtement, avec des liquidités... Oui, quelquefois, elles sont reprises en sous-main. Par exemple, Jean a été repris par LVMH, par exemple. Donc, pas tant, quelquefois, ils rachètent un nom, une marque, et puis on ne sait pas trop où ils font fabriquer. Malheureusement. Vous ne nous avez pas dit le nom des 2 orfèvres qui restent, des grandes maisons. Les grandes maisons, il y a Puforca ici présente. Il y a Audio qui reste une grande maison, bien qu'elle ait un peu modifié ses... Pardon ? Christophe, oui, enfin, pour moi, c'est pas un orfèvre, s'il fait du métal argenté surtout. Et la profession... j'ai souvent eu comme écho que c'est lui qui a été le grand fossoyeur de l'orfèvrerie française. Oui. Ok, question suivante. Vous n'avez pas du tout mentionné l'horlogerie qui, à certains moments, a été quand même fait partie de cette grande famille. On parlait des bijoutiers, oui, horlogers, les boîtiers, orfèvres. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont un rôle encore dans tous ces métiers du luxe? Oui, mais c'est pas énorme comme... Enfin, que vous dire? Dans mon dictionnaire, j'ai bien sûr les horlogers, parce qu'il y a les boîtiers de montres et tout ça, ça représentait beaucoup. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement, mais l'horlogerie, elle vend en poupe actuellement, hein, très nettement. Peut-être que c'est de l'horlogerie d'aujourd'hui de bracelet, alors que le système ancien, j'y connais vraiment strictement rien, c'était des horloges de table ou les horloges qui demandaient certainement beaucoup plus de matière qu'aujourd'hui simplement une montre, mais j'y connais strictement rien. Oui. Je voulais savoir comment étaient fabriqués les objets en vermeil avant l'électricité et quelle était la proportion d'objets en vermeil par rapport aux objets en argent au fil des temps. On n'a pas très bien entendu ici, il faut parler un peu plus fort. D'accord. Je voulais savoir comment étaient fabriqués les objets en vermeil avant l'électricité et quelle a été la proportion des objets réalisés en vermeil par rapport à ceux réalisés en argent. Alors la proportion, c'était par région. Par exemple, la région de Strasbourg était très portée sur l'est de la France, était très portée sur le vermeil. Alors comment c'était fabriqué? La proportion, je ne l'ai pas. Parce que, de toute façon, c'était d'abord de l'argent. Et on mettait, avant l'électrolyse, c'était avec du mercure. Et on faisait un mélange d'or et de mercure. Et on faisait... le mercure était à l'état de vapeur, ce qui était très dangereux. Et hop, ça adhérait à la pièce d'argent. L'or adhérait à la pièce d'argent. C'était comme ça, je crois. Et ensuite, c'était par électrolyse, oui. Ça me permet de vous poser la question que je voulais vous poser par rapport à la galvanoplastie et au rôle de ce métier dans le monde de l'orfèvrerie, dans l'histoire de l'orfèvrerie. Je deviens sourd, moi. Non, mais surtout, quelle est la question? Oui, justement, quelle était la place du galvanoplaste,
un métier dans le monde de l'orfèvrerie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le plaquage du métal sur un autre métal. La place, il y a certaines maisons qui l'ont toujours pratiqué. Au départ, il y avait la maison Hercuis qui était fondée par l'abbé Pilon, ça s'appelait la pantographie la pantographie électrique. Et donc, il avait son procédé. Ensuite, les procédés Elkington et Ruold sont tous les deux été rachetés par Christophe. Mais la place, c'est difficilement comparable. C'est-à-dire que le métal argenté, il y a une petite pellicule d'argent et puis c'est du cuivre ou un métal blanc à base de nickel. Et puis, vous voulez parler en nombre de pièces, en nombre de... Je pensais surtout au métier, en fait, le métier de galvanoclaste dans le monde de l'orfèvrerie. Je peux pas le quantifier. Je ne l'ai pas quantifié. C'est-à-dire que beaucoup de maisons se sont mises des orfèvres se sont mis au métal argenté. Hein. Alors, les sujets sont un peu tabous. Est-ce que c'est le métal argenté qui a tué l'orfèvrerie ou l'orfèvrerie qui a pu vivre grâce au métal argenté? Ça, j'en ai discuté un peu. Les avis divergent beaucoup. Hein. C'est toujours intéressant de voir justement le rapprochement de différents métiers entre eux et comment ces métiers qui se rapprochent peuvent soit se fondre entre eux, puisqu'on parle des métaux, non, c'est impossible. Ou se repousser finalement. Oui. Mais ce sont deux métiers différents parce que autant l'argent massif ne se travaille qu'au marteau, autant les pièces qui sont à base de cuivre, soit on peut les fondre, soit on peut les emboutir. Donc c'est pas un métier d'orfèvre, le métier de métal argenté, s'il vous plaît. Alors ça peut être un métier d'orfèvre au second degré en disant je dessine des pièces d'orfèvrerie, ça aura l'air d'argent et puis c'est en fait du métal argenté, mais c'est comme ça que Napoléon III pouvait parader avec beaucoup d'invités et c'était du métal argenté. Une autre question? Oui, combien de poinçons d'orfèvre avez-vous retrouvé, Rémi? Dans le livre, j'en ai 25 000. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais lui faire dire, parce que c'est quand même une recherche. Dont 10 000 sont reproduits et dessinés. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre métier qui a quasiment disparu, qui est plus... entre guillemets pauvre, c'est les dinandiers. C'est le travail d'emboutisseurs de cuivre et autres. Et là aussi, les ustensiles de cuisine étaient faits en dinanderie. Et à Villedieu. Je crois qu'en France, il y en a un ou deux. J'en connais un à Pienza, qui est un vieux monsieur, mais c'est un métier qui a quasiment disparu. Il y a des jeunes qui s'y mettent. Oui, il y en a, j'en connais au moins un, mais c'est vrai que ça revient, mais c'est vrai que c'est pour l'instant pas encore très courant. Une autre question? C'est bon? Bon, merci aux deux intervenants pour cette soirée exceptionnelle. Et c'était la dernière de la saison, la dernière rencontre des Gobelins de la saison, donc on se retrouve en octobre a priori. Merci et bon été pour tout le monde. Merci, au revoir. Merci.